vu que qu'est-ce qui a commencé comme étant relative utilising le branding impactant avec le président malheureusement continue aujourd'hui. Ça commence à changer par la façon de plus d'évaluation, plus développement, plus de pensée, plus de développement de statut et des millions tangibles pour connaître ce changement et le leadership organisationnel. Et de l'enlever, de l'élever un peu de l'échelle. Alors, je suis excité par les revues de plus en plus populaires locales. Appartenir à l'ISTJ dans leur propre mandat et organiser des recherches participatoires pour se comprendre la façon dont les besoins locaux s'alignent avec l'agenda local et de capitaliser et de pas sur le développement économique d'une façon qui laisse personne en arrière et inclut les joueurs divers dans l'implémentation et le mécanisme de réinsertion. J'aimerais bien appuyer plus d'activités comme ça au Canada. Mais ça demeure que notre temps est resté on est resté à la moitié et on n'a même pas à la moitié rendu la moitié chemin. Quand on sort de la pandémie, en reconnaissant que le COVID-19, c'est toujours une menace pour beaucoup. J'espère que nous qu'on va avoir pris des leçons qu'on a appris, à voir comment de façon qu'on peut transformer le système vite pour s'assurer le bien-être de tout le monde et prendre la même énergie dans les 7 années à venir et au-delà. Aujourd'hui, je rencontrais 2 personnes avec le site qui travaillent pour ne pas agresser. Sachez que personne ne sait en arrière. Après qu'on a considéré les transformations d'organisateurs, non seulement pour reconstruire de meilleure façon, mais de différemment. Alors, tout d'abord, on a John. John MacArthur, c'est le fellow senior et directeur du Centre de développement civilisateur de Brooklyn Institution Brooklyn. Il a cofondé et coprésidé l'Institut du système pour une nouvelle approche pour attaquer les actions pour le but de tout développement durable. Avec le fait, il est aussi conseiller senior pour la Fondation UN, de ONU. Après, c'est distribué comme ici, un membre du conseil de ISG. À vous, John. Thank you so much, Alicia, and what a Merci privilege beaucoup, Alicia, et quel to be privilège d'être ici et de suivre I really Winterdawn, don't have much to add. que j'ai Alicia pas is vraiment a grand-chose à rajouter tremendous après ce qu'elle a partagé avec from the nous. same Et je group suis to her tellement fier d'être sur la même uh, plateforme virtuelle que vous, je oui, veux ça. remercier tout le monde et nos amis francophones pour l'accueil et surtout pour tous les efforts pour les ODD partout au Canada. Et c'est un défi assez, assez grand pour nous tous pour discuter comment on peut faire les changements qui sont nécessaires pour le deuxième moitié du période de 15 ans. I'm joining today from the native Je lands vous rejoins of aujourd'hui des Scarborough, territoires Chiniki, de Pamunkey des people, nations, outside notre choix, of quoique c'est un peu BC. marqué And à l'extérieur de I'm Washington, also D.C. breathing the Et air je respire aussi l'air from qui vient Canada, du which Canada is requiring my et children qui to stay exige inside que mes because enfants restent à l'intérieur because of aujourd'hui the pollution à cause together we de all live pollution dans les airs que in nous in espérons fires. ensemble, qui vient de ces des As feux, part of a qui huge fait partie set of challenges des défis our society is énormes grappling à with. lesquels notre I grew up société a fait face. Alicia born in J'ai grandi, Toronto, j'étais comme toi, Alicia, né à Vancouver, Toronto, mais grandi à Vancouver. and my hometown Et moi, it's an annual la challenge for maison all of us Péchaud, chez to nous, set c'est un défi annuel de savoir quelle intentionally breathe journée qu'on peut se because préoccuper of de climate quelle air, and our air que nous pouvons climate respirer à cause relationship des with feux, à nature. l'imbalance avec This notre relation avec la nature. seminar C'est pas unique au focuses Canada, évidemment, profoundly mais central c'est in Canada, profondément and even important au sort of Canada. Et what même used to be called the ce capital city qui of the qu'on world, appelait la capitale du monde, c'est-à-dire New has York, faced elle some était quasiment fermée hier, basée sur à what's cause des happening feux in Canada. qui se passent au Canada. I think all of this is important as Je we pense move que tout ça, c'est towards net important si on zero. regarde quelle était The goals, l'ambition, sustainable les development buts goals we're meant to de développement durable achieve. qui The qu'on voulait question atteindre. of where Quel we est le are statut présent? and how might we think differently about the second half. I do have to say that I was only honored, and I want to give a shout out to John Beal when he called, as the leader of SDSN Canada to talk about this notion of the second half.
which is something that some colleagues and I had started to write about, and Margaret Biggs and I, the former deputy minister, have started to think through more seriously in the Canadian context and global context. If we think back to the ambition of the Sustainable Development Goals, there's so much in there and so much in the underlying agreements that fed into them. But I think it ultimately boiled down to three problems that every society in the world is trying to move forward on. The first is recoupling the prosperity that every family needs to see with a sense of well-being in their own lives. The second is decoupling the prosperity that is essential for families from the environmental damage that is still coming with it. And the third is what I call the we coupling, that we're all in this together. And in SDG language, that's of course, leave no one behind. It's the challenge of reconciliation, which is so profound, and we've already heard such profound words about, and I'm sure we will hear more of the vital perspectives from Danica. But this is a crucial question around how societies need to work for everyone. Mais c'est une question cruciale comment les sociétés vont travailler avec tout le monde, avec accès à l'opportunité égale pour tous les individus. C'est basé sur n'importe quel aspect qui ils sont, de qui ils sont. Nous avons vu du progrès dans le passé, depuis plusieurs années. Et depuis 8 ans, depuis 2015, il y a des biens pas qui ont été pris au Canada et d'autres patients. Nous avons un prix de carbone au Canada. C'était une victoire importante avec une grande atteinte pour CIRAB. On a parti à peu près 1% de notre protection de ressources maritimes protégées à peu près 15% de notre maritime protégée. C'est une bonne part d'avoir de transformation, même si beaucoup reste à faire s'il doit faire pour les études. On a vu la pauvreté infantile décliner. Où c'est rendu aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais je vais y revenir. Mais on a vu des changements quand même dramatiques sur les défis qui doivent encore être arrivés. Mais on a aussi vu globalement un sentiment d'être pris. On a la guerre en Europe, qu'on a de compter sur une place qui était un endroit qui était en paix. On a vu les enjeux du changement climatique. Elle est au cours de j'ai coupé un peu. Après, quelqu'un qui nous parlait souvent comme un mode international basé sur les règles, mais qui sent comme plusieurs sociétés de régulation, et de mieux comme 2 sets de règles. Et qui décide, qui est à part de quoi, et que le défi que pourrait être c'est un grand trou à la façon que notre monde pense même à coopérer. On a des grands défis à peine penser comment on aide l'un et l'autre, c'est de s'attaquer à nos problèmes. Et c'est pour ça, comme les pays et les instituts comme la Banque mondiale, les Nations unies, pensent trouver des façons, la façon dramatiquement eux autres mêmes. La façon qui a été établie dans les années 60, c'est le propre de début des défis de 2023 et de la sphère 2030. De mon point de vue, on n'a pas un groupe de Nations unies, mais on doit travailler à unir des communautés de façon à ramener les mêmes ensemble autour des défis qu'ils partagent. Mais dans cet esprit, il y a des sources d'espoir international. Nous voyons des impressions emblématiques à attacher des mesures infectieuses. Les défis de SIDA, le VIH-Sida, comme j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même et d'autres, on la raconte aussi, je suis sûr. On voit que c'est encore un domaine qui fait de plus en plus de progrès à travers le monde. Et ça passait impossible à attaquer il y a une génération, à faire de mieux en mieux à tous les années. On a vu des universités à travers le monde. Ce ne sont pas normalement des institutions les plus lents pour bouger,
mais étant plus certaine des institutions plurilatérales, à trouver une nouvelle façon de des problèmes à l'intérieur des différentes communautés et de plus en plus au sein de leur propre communauté. On avait de plus en plus de communautés. Vous avez fait référence à des VLR, des révisions volontaires de communauté qui prennent laquelle comment dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Et je pense que tout ça représente des ingrédients de progrès, mais pas encore assez. On a besoin d'une nouvelle approche pour la deuxième moitié. On doit partir de ce que j'appellerais trop de jouer avec, trop de lavage de SDG et on va travailler de façon qu'on peut travailler différemment ensemble. Au Canada, je pourrais dire qu'à travers le pays, que les provinces sont également cruciales et peut-être manquent à l'action parfois, même quand les communautés mènent. Je pense que le gouvernement fédéral, comme l'auditrice générale a mentionné de façon répétitive, c'est un des manquements. Le Centre des Premières Nations, je suis sûr que Danaka va en parler davantage. Il était très clair que c'était terrifique que le gouvernement a fait appel à l'interrogation de réconciliation avec les STJ, mais pourquoi qu'ils n'ont pas été consultés dans la stratégie nationale? Ce sont des tensions profondes qui doivent être réconciliées, mais de façon ultime, je pense qu'on peut le faire avec quelques ingrédients clés. Tout d'abord, le monde hésite à approcher de l'ESDG parce qu'ils pensent qu'ils sont trop grands, trop loin, et moi, je ne vais pas aux Nations unies. Ce que ça veut dire pour moi? De mon point de vue, la façon qu'on va s'attaquer à ça, c'est de faire les prochaines étapes dans nos propres communautés et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Parce que ces buts vont seulement réussir si les communautés à travers le monde peuvent aller les prendre en main. Ça veut dire qu'on a besoin de renseignements, des données, qu'est-ce qu'on va faire pour les défis. Chaque code postal au Canada devrait pouvoir voir comment ils font vers de tous les buts, de mon point de vue. C'est une carte additionnelle, transparent quand c'est une liste ou activiste qui regarde, à voir comment cette partie-là font mieux dans notre communauté que dans le mien. Mais on a aussi besoin de coopération intergénérationnelle. On a besoin des leaders de tous les âges, de tous les secteurs, qui pensent à comment la sagesse de nos aînés, de toutes les façons de vie, et je suis sûr que dans le cas, il y a d'autres collègues peuvent nous en dire beaucoup, de façon qu'on peut mieux faire avec ça à travers le Canada et à travers le monde. Mais il faut vraiment s'attaquer l'esprit de pionnier des jeunes, comme on vient d'entendre, de regarder, penser facilement différemment de la façon que le monde peut avoir l'air différent d'ici 2030 et au-delà. J'ai vu de l'université à l'université que les élèves s'en préoccupent plus que la faculté. Ben, moi, j'ai le point de vue que les jeunes, ils sont souvent à raison. Et il faut entendre les jeunes et écouter le perspective. Mais ça peut être une perspective individuelle, mais c'est une question de façon que nous, on est tous là-dedans ensemble. Alors, je suis tellement content que la conférence fait les choses différemment et je suis content qu'il y a tellement de leaders à travers le pays qui pensent à comment faire les choses différemment. Mais je pense qu'il faut vraiment se réappliquer à faire les choses différemment, de façon qu'on a une chance que ces buts-là vont représenter l'ambition qu'on correspond, qui vient qualifier d'une façon qui soit très pleine pour tout le monde. Merci beaucoup. Thank you so much, John. And here to doing things differently. Next to John today, we have Maintenant, nous avons Danica. who's a member of the Ermineskin Elle est membre de la Music nation in Alberta. Emeneskin Cree en Alberta. She has for 2 decades Elle a been pratiqué supporting le the droit Indigenous pendant rights 2 décennies avant de devenir professeur à l'Université Carleton et aviseur et représentative des peuples indigènes avec un axe sur l'environnement, la santé et les droits des personnes indigènes. Elle a été l'avocat pour le Conseil international des traités de 2011 à 2018. Elle mène le projet Aramat et est présidente de la chaise UNESCO sur la collaboration indigène, santé, etc.
Je suis fière d'être invité à vous adresser la parole jeudi du territoire traité sec à Saskatchewan, non pas en Alberta, et je suis contente de parler de ce sujet important, la deuxième section des ODD. Un point fondamental pour moi est que les ODD ne peuvent pas être vus comme étant vu comme un succès dans un contexte d'injustice. Notre jeune indigène a bien adressé le sujet et nous a mis sur la bonne piste ce matin. Il y a des questions fondamentales concernant la participation des indigènes, des autochtones, l'inclusion et le leadership. Et c'est essentiellement refusé par différents niveaux, non seulement dans le contexte des ODD, mais dans le contexte de tous encadrements, infrastructures que nous avons pour mettre les ODD en place. Alors, c'est un gros problème. Selon moi, les autres défis concernant les ODD et les peuples autochtones du Canada, c'est qu'on lutte au Canada avec le fait que beaucoup des approches qui ressortent à savoir comment impliquer les peuples autochtones sur des questions mondiales est souvent dérangé par les politiques et les lois qui ont été adoptées par les gouvernements territoriaux, provinciaux ou fédéraux, des politiques qui sont mises en place par différents niveaux et de la société civile qui a sa propre idée à savoir comment travailler avec les Autochtones. Et pour moi, ce sont des grosses questions que nous devons travailler avec dans le contexte des ODD. Selon moi, nous avons quelque chose avec laquelle travailler avec la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Pourquoi cette déclaration est importante? C'est le seul instrument qui décrit les normes minimum attendues dans la façon qu'on pense des Autochtones et de leurs droits dans le contexte des droits de la personne et aussi dans le contexte dans les droits dans les questions de l'environnement, les États dans lesquels nous vivons et beaucoup d'autres situations. Alors, il est encourageant que le gouvernement fédéral a maintenant adopté un projet de loi pour mettre en place la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones, mais la façon de le faire ne suffit pas à adresser comment on peut comprendre les liens avec les ODD. Pourquoi je le dis? Parce que de expliquer comment on le fait est restreint. Il est important que nous prenions une approche, comme l'a dit notre jeune, concernant la distinction. Il faut comprendre la diversité des peuples autochtones dans le Canada même. Si on pense de cela dans ce contexte, dans le domaine de la justice, le pouvoir, l'appropriation de terres, la criminalisation de ceux qui défendent leurs droits territoires, et ça continue jusqu'à maintenant, on doit bien comprendre les barrières qui existent pour empêcher les ODD.
Et ceci n'est pas moindre dans les négociations des ODD. Il y a plusieurs années, j'ai fait partie de ces négociations. J'étais avocat pour le Conseil. Vous savez que la Déclaration des Nations unies a été adoptée à l'Assemblée générale en 2007. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui avaient hâte de voir comment est-ce qu'un processus tel que les ODD tiendrait compte des rôles historiques que la déclaration, comment on avance ensemble au niveau mondial et au niveau domestique sur la question des droits des personnes autochtones. Mais on a été très déçus dans les quelques années après que les ODD ont été finalisés. J'ai aussi fait partie des négociations pour la Convention sur le mercure. C'était la première entente qui avait été conclue après la déclaration, le passage de la déclaration sur les peuples autochtones. Et il y a eu des États qui ont empêché qu'on inclue la phrase « les peuples autochtones » dans le texte de cela. Pourquoi? On m'a dit la délégation de la France que la France ne reconnaîtrait jamais les peuples autochtones dans un traité. Et on m'a dit que c'était une position nationale qu'ils prenaient, qui n'avait rien à faire avec les colonies ou la peur de la réalisation des droits des peuples autochtones et de parler des injustices. Le Royaume-Uni aussi avait la même position. Alors, ceux qui ont participé dans les premiers traités avec les peuples autochtones du Canada, la France et l'Angleterre. Je n'ai pas participé aux négociations. Je suis arrivée à la fin même en 2015 parce que les gens savaient que ce qui se faisait était ce qui se faisait à la Convention. Encore une fois, la France menait un groupe de pays qui étaient absolument contre le fait d'inclure les peuples autochtones ou les droits des peuples autochtones dans le texte ou dans le titre. Et ils ont opposé fortement la citation des peuples autochtones, même dans le préambule. Pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est important parce que les Nations unies est une institution menée par les États pour les États et non pas les arbitres des droits de la personne. Il y a des experts qui parlent des questions des droits de la personne et qui nous aident à comprendre comment mettre en place ces traités et de le dire quand ils ne réussissent pas, quand on parle de la Convention des droits de la personne, les ententes environnementales, mais la question finale pour les peuples autochtones, c'est que plusieurs États sont contre l'inclusion des peuples autochtones parce qu'ils ont peur que cette reconnaissance ferait pour leurs lois domestiques la question des terrains mal appropriés, des ressources appropriées sans consensus ou acceptation. Et ce qu'on a vu dans les négociations finales, on a vu la Bolivie qui était chef de G7 qui disait aux Autochtones, écoutez, la France ne veut pas inclure les Autochtones dans le titre, il ne veut pas la déclaration. Alors, j'ai parlé à la France et on m'a dit, Danica, on va vous donner 10 minutes pour discuter. Euh, euh, on vous donne 10 minutes seulement, quelque chose que j'avais discuté pendant les heures dans le passé. Alors, les Autochtones avaient 10 minutes pour convaincre la France à changer son point de vue. Je ne sais pas pourquoi la France a changé pour permettre l'inclusion de la phrase « les peuples autochtones » dans le texte des ODD,
on a dit que c'était parce que c'était pas un processus légal et on leur a aussi dit que ce processus de négociation entre gouvernements sur des normes comme les ODD, que la France ne devrait pas être permis à imposer leur point de vue national pour influencer les autres pays qui voulaient reconnaître les peuples autochtones, de pouvoir le faire dans le texte opérationnel des ODD. Malheureusement, la déclaration n'a pas été bien citée et on a fini par avoir 6 mentions seulement des peuples autochtones dans le texte des ODD. Quand on a commencé les négociations, on était dans 9 débuts et ça a été diminué à 2 et les autres étaient que des citations. Pourquoi je vous donne ces chiffres et où nous en y étions? C'est parce que dans le contexte de l'expérience des peuples autochtones avec des États comme le Canada et autres pays dans le monde, beaucoup de ce qu'on exprime, notre représentation, notre participation est liée à la loi. Et notre expérience nous a appris qu'on n'est pas dans le texte opérationnel, on sera mis de côté. Ou on ne peut pas citer, par exemple, le but sur l'eau propre et dire, ah, c'est malheureux que les peuples autochtones n'ont pas été soulignés dans ce but. Et on s'en servir pour dire un texte opérationnel, voici comment ça se lie aux Nations unies et voici comment ça devrait être mis en place au Canada. Ces choses deviennent un grand défi quand on parle aux gens dans une salle, dans un conseil de direction. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'accrocher trop dans les droits de la personne parce qu'à ce moment-là, il faudrait inclure le ministère de la Justice qui nous donnerait le feu vert, le feu jaune ou le feu rouge, à savoir si les interprétations des ODD sont appropriées dans le contexte des droits des peuples autochtones. Voilà pourquoi c'est tellement difficile et problématique. Selon moi, et je vais terminer dans la prochaine minute parce que je sais qu'il va y avoir des questions. Selon moi, je crois que nous sommes dans un moment critique dans lequel si on pourrait rallier les gens pour parler des droits autochtones dans toute citation des ODD pour normaliser l'inclusion des gens qui ont été vulnérabilisés et dans le contexte des buts où ils ne sont pas même mentionnés, où ils n'ont pas été inclus, je pense que c'est essentiel. Et je pense que c'est un gros problème de dire que de n'oublier personne, mais de refuser de nous nommer. Voilà le gros problème. Et enfin, je dirais, quand vous militez pour les peuples autochtones, n'oubliez pas le S, ça représente toutes nos diversités. Et souligne la lutte qui a pris 11 ans à inclure que les peuples autochtones puissent négocier. 11 ans, ils avaient des chemises avec les S. Pourquoi? Parce que les peuples autochtones ont l'autodétermination sous les Nations unies. Nous sommes des peuples, pas une population, pas des questions. Nous sommes des peuples avec des droits fondamentaux. Merci. Merci d'avoir souligné à quel point on doit agir. Nous sommes une collectivité globale
travaillant au-delà de nations, mais plutôt de collectivité à collectivité. L'actualisation de futur qui est durable, prospère et juste et inclusif pour tous. Pour ceux qui sont dans les médias sociaux, j'espère que vous pouvez participer, poser vos questions. J'ai réussi à trouver quelques questions. John, dans une de vos publications récentes, vous avez parlé des ODD. De passer du rhétorique à des actions, des gestes qui vont transformateurs, qui vont être transformateurs. Comment le faire? Comment passer de la parole à l'action? Je dois dire, j'ai trouvé ce que Danica a dit m'a beaucoup informé. Il y a des choses que je ne savais pas. Elle nous dit, j'ai lu le paragraphe 52 qui parle nous, les peuples et tous les peuples, y inclut les Autochtones. Nope. On avait des références brèves et je salue tout le travail qui a été fait pour faire inclure ce paragraphe, sachant le paragraphe me semble la direction qu'on devrait prendre dans la dernière version, mais ça démontre que c'est une direction, pas plus. Voilà, 8 ans plus, où nous sommes 8 ans plus tard avec les questions qui sont plus approfondies. Alors, ma réponse est de reconnaître la route que nous devons entreprendre. Et pour être précis, c'était une citation d'une étude académique d'un journal où on faisait une évaluation de comment est-ce que les ODD avaient été entrepris. Beaucoup de paroles. On parle de cela comme étant de l'art de clip art. Je suis une société qui travaille dans les santé, domaine de la santé, alors je me préoccupe des OD. Ce n'est pas faux de faire le lien entre les buts et ce qui nous préoccupe, mais c'est une première étape de trajet que nous devons entreprendre. Les buts sont pas seulement pour célébrer ce qu'on fait, mais pour faire les choses autrement. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on ne fait pas les choses différemment assez. Je félicite les gens du gouvernement fédéral qui travaillent beaucoup pour améliorer les choses. Le vérificateur général a dit ça ne suffit pas. Et je pense que la question devrait être pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, les territoriaux, à chaque fois qu'on annonce une politique, on devrait inclure ce que ça veut dire pour les peuples autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos ZDD? Comment est-ce qu'on veut mesurer en 2030 comment est-ce que ça va se comparer à ce qui se faisait déjà? Ça serait des normes et des pratiques à tous les niveaux de collectivité et tous les niveaux de gouvernement. Et on a besoin de regrouper les gens ensemble dans une conférence nationale. Je dirais que beaucoup de gens de toutes les provinces, les territoires et des Premières Nations de se regrouper pour dire qu'est-ce que nous allons faire comme prochaine étape. Parce que beaucoup revient à des gens qui se rassemblent dans des salles pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il va y avoir une élection fédérale bientôt. C'est un bon moment pour dire voici ce qu'on avait accepté dans un gouvernement conservateur, ce qu'on a fait dans le gouvernement libéral. Le débat
n'est pas comment le faire, mais quoi faire. Toute personne dans chaque collectivité doit cogner à la porte pour dire comment on va le faire autrement. Je crois qu'il est important de mesurer. Je ne veux pas réduire la question à simplement la justice, mais pour tenir compte de ce qu'on fait autrement. Et je pense que des buts collectifs communautaires, à savoir comment faire différemment, avec quel échéancier est important et qui peut prendre responsabilité pour cette différence. Il y a beaucoup de choses dites sur les métriques, les données, mais tout revient à ce que Danica a dit. Quelle est la question qu'on pose avec chaque annonce et comment est-ce que ça tient compte de ce qu'on avait promis de faire? Il est important que la promesse existe parce que les mots n'ont pas sur un papier, c'est difficile à faire suite. Si la promesse existe, tout ce qu'on fait, c'est d'aider les gens à garder leurs promesses. C'est le but finalement. Merci Alice pour cette contribution. Heureusement que nous sommes tous là aujourd'hui pour pouvoir entrer dans ces sujets. Merci beaucoup pour cette perspective. Et merci pour le rappel du processus qui a été nécessaire pour que ça se fasse, de reconnaître ce qui avait été fait historiquement, les conséquences si on l'admettait. On veut regrouper les alliés, on veut assurer que pendant les prochaines années, comment pensez-vous qu'on peut accélérer le progrès des ODD et le travail qu'on fait avec les Premières Nations du Canada? L'appel à l'action a dit que la déclaration des Nations unies était l'encadrement pour la réconciliation. Pourquoi on décrit l'encadrement? J'ai dit plutôt la jeune autochtone qui a démarré la session, la réconciliation n'est pas une destination. C'est quelque chose qu'on aura à faire constamment. Et la Déclaration des Nations unies a établi des normes minimum. C'est le plancher et non pas le plafond. C'est des documents aspirateurs. C'est pour dire ce qui est le minimum nécessaire pour les peuples autochtones. Et si vous pouvez le croire, la France l'a accepté malgré tout ce qu'ils ont fait ailleurs dans le domaine international. Le Canada était un des pays qui était contre, qui ont voté contre à l'Assemblée générale en 2007. Et le Canada a été le dernier pays à changer leur position. Le Canada n'a pas changé son poste avant sa position avant 2016 et à l'ajout en 2017. C'était quoi l'ajout? En 2006, ils ont dit aux Nations unies, oui, on accepte la déclaration, sauf pour le consensus. Et ils ont pensé pendant un an, ont pris certains avis et ils ont dit, oui, maintenant, on accepte le consentement tiers-parti. C'était quoi la préoccupation? Beaucoup de rhétorique mal informée sur l'idée d'un veto qui qu'auraient les peuples autochtones en concernant le développement, je dirais, probablement autre raison, façon de penser aussi, mais tout cela pour dire, si on parle de la réconciliation d'une façon importante et non pas
d'une façon qui est du rhétorique de dire oh, on fait du bon travail, oh, on est formidable. Les documents, nos OGN parlent de la Déclaration des Nations Unies, mais combien de gens ont lu ces deux documents? Ils ne sont pas très longs. Il est rare que je rencontre des gens qui citent ces documents, qui les ont vraiment lus et qui ont pensé d'une façon profonde de la façon que ça influence leur travail, le travail qu'ils font comme militants, qu'ils comprennent où ils en sont, le territoire où ils font le travail et d'être réfléchir sur comment ça peut influencer les alliances qu'ils ont avec les peuples autochtones. Selon moi, il faut se donner un défi. Il faut penser d'une façon très critique de les interactions entre notre engagement maintenant à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Autochtones et notre, semble-t-il, engagement sur l'implantation pour créer de nouveaux buts en arrivant à la deuxième moitié. Merci. Merci beaucoup, Danica. Merci, vous deux. J'aimerais m'asseoir et jaser avec vous toute la journée, mais malheureusement, on manque de temps. Une bonne conversation, une bonne façon de démarrer la session. Merci pour votre temps, votre contribution, le travail que vous faites. Et merci aux gens qui ont participé en direct. J'espère que vous allez continuer à réfléchir sur ce que vous entendez. Maintenant, on aura quelqu'un de l'Université de Laval. Merci. Merci tout le monde. Thank